makali kolo ya Afrika Baimaka Atandele Adu ilinga yibaka atandele. Bonsoir, voilà, nous voilà à Bruxelles, à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, où nous rencontrons pour la première fois, je vais dire, un érudit, un Congolais, qui assure des recherches ici, qui a publié un certain nombre de livres. Et le tout dernier, c'est celui-ci, Ma vision de l'Afrique subsaharienne, un nouveau regard sur l'unité continentale africaine, manifeste pour repenser le panafricanisme efficient. Et ce livre a été écrit par notre ami, notre compatriote, Kabwende Kyenge Kisoke. C'est ça bien, c'est ça. Ouais. Ça veut dire quoi votre nom, Kabwende Kyenge Kisoke? Ça veut dire quoi? Les noms d'abord, premièrement, je viens de la famille royale. Je suis de la lignée du roi actuel qui règne chez nous à Kabongo. Kabongo, c'est où? Kabongo, c'est dans le territoire de Olomami. C'est l'ébation de l'ancien empire des Baluba qui a existé. Les dates sont discutables. Okay. Pour nous, c'est depuis le 8e siècle jusqu'au 20e siècle. Et donc, nous avons tenu cette lignée jusqu'à aujourd'hui. Donc, pour répondre à votre question, Kabwende, donc d'abord, on commence avec Kabwende, c'est un nom qui est composé. On a Kabwe, qui signifie pierre, c'est-à-dire pierre sacrée. Et qu'on a D, de Kabwende, c'est-à-dire qu'on a Kabwe qui signifie pierre sacrée, et D qui signifie, ça vient du terme Ndoé, c'est-à-dire la paix, l'allégresse, la tranquillité. Ça veut dire que c'est la pierre sacrée qui procure la paix et la sécurité à la nation des Baluba. Et donc vous êtes vous-même Muluba? Ouais, je suis moi-même Muluba, c'est-à-dire... Si je dois utiliser un mot que les journalistes et historiens nous aimons beaucoup utiliser quand on parle de Baluba, vous êtes un Muluba 4, un Muluba du Katanga. Oui. Même si le mot, on sait que beaucoup de gens n'aiment pas ça parce que ça renvoie un peu à l'histoire sombre de Baluba 4 en 1960, mais vous êtes un Muluba du Katanga donc. Oui, en fait, pour nous, pour l'instant, nous aimerions parler de Baluba tout court, parce que nous supposons qu'il n'y a pas d'autre Baluba que nous. Vous avez raison de parler de Baluba 4, parce que vous faites référence qu'il y aurait des Baluba au Kasaï, n'est-ce pas? Si je ne me trompe pas. Oui, en tout cas, bon, c'est que nous avalons, hein, c'est que nous voyons dans l'histographie, dans l'ethnologie. On a les Baluba du Katanga, où c'est là où était l'origine des Baluba, mais on a maintenant les Baluba qu'on appelle les Baluba du Kasaï, qui, dans les moments difficiles de notre pays, il y a eu ce conflit entre les Baluba et les Balulua. Oui. Donc, maintenant, quelle est la différence entre vous? En fait, je vais revenir à la question des mots. D'abord, je pense qu'il est important de spécifier cette question que vous avez bien soulevée. Oui. Il faut d'abord spécifier qui sont les Baluba. Je pense que c'est une question très importante pour nous, pour bien comprendre mon nom, pour comprendre l'histoire que nous allons parler. C'est que les ressortissants du Kasaï, qu'on appelle les Baluba, ils ne le sont pas, ni par histoire, ni par la langue, ni par la culture, ni par la conscience historique. Nous sommes Bantous, certes, ok? Quand est-ce que remontent les mots Baluba du Kasaï? Ces mots remontent à 1891. Historiquement. Après la conférence de Berlin. Après la conférence de Berlin. Okay. Et où est-ce que je tiens ces informations? Je les tiens du professeur Martin Kalumbi Pongo, qui est le ressortissant du Kasaï, qui dans son livre qu'il a écrit s'intitulait Baluba au XXe siècle, où il démontre que la personne Baluba du Kasaï, c'est une fabrication coloniale. Qu'eux-mêmes, ils ne s'appelaient pas Baluba. Et ils s'appelaient comment? Ils s'appellent par leur nom de clan. Bakwa Kalonji, Bakwa Lontu, les Loulou, tout comme ça. Bénin, les Bakwa. Voilà. Donc, ils ne se sont jamais appelés Baluba. Alors, pourquoi les Belges les ont appelés Baluba du Kasaï? Il faut savoir que
dans ce qu'on appelle les Kasaï, c'est-à-dire avant la décentralisation de notre pays, vous avez le territoire de Ngandanjika. Et vous avez le territoire de Kandakanda. Dans ce territoire, oui, nous y trouvons les Baluba authentiques, qu'on appelle les Baluba Shankadi. Et nous avons les Baluba qu'on appelle aussi des Kabinda, qu'on appelle les Baluba Lubangoule. Et comme vous allez se souvenir, les premiers postes ont été faits à Kabinda, les postes coloniales. Donc, dans le premier centre extra-coutumier. Voilà, centre coutumier. Où dans cette région-là, la majorité des vrais Baluba authentiques. Ok? Donc, comme il y avait beaucoup de vagues de migrants qui venaient se réfugier dans ces centres extra-coutumiers, les missionnaires ont pris l'habitude d'appeler tout le monde qui était là-bas les Baluba. Vous pouvez trouver ces informations non seulement chez le professeur Martin Pongo, mais aussi le professeur Dawel, Isidore Dawel, qui est l'historien bien connu du Congo, qui a démontré qu'effectivement, tu as parlé de même lui, il va même jusqu'à 1898. 1898. Qu'on a commencé à appeler les gens, tout ce qui était l'amalgame des peuples qu'on appelait les Baluba, c'est-à-dire on les a appelés comme ça. Donc c'est à partir de ces moments-là. Alors pourquoi les Belges ont imposé cette appellation? Ils ont popularisé cette appellation. En fait, pour nous, de notre point de vue, et d'après ce que les anciens nous racontent, parce que nous avons eu la chance de rencontrer certains anciens qui sont nés vers 1920, qui est d'ailleurs ma grand-mère aujourd'hui, elle a 107 ans. Donc, elle vit toujours? Ouais. Quel est son nom? Elle s'appelle Ndai Mwamba. Elle vit où? Où est-ce qu'elle vit? Elle est à Bukunga, dans mon village. À Bukunga. Ok, donc selon les informations que vous avez eues, les informateurs que vous avez interviewés. D'abord de ma grand-mère, des autres anciens, et surtout aussi dans d'autres aussi livres que les ressources que ça me appellent. Donc, on a découvert que à l'époque, lorsque les Belges arrivent, il y a une forte résistance des Baluba. Oui. Il y a une forte résistance, surtout à côté de Kayamba, qui n'arrivait pas à percer cette résistance pour conquérir les Katanga. Donc, quand les Belges ont essayé de manière militairement, ils ont échoué. Donc, ils ont passé à un autre stade pour conquérir les Baluba. C'était le stade de la culture. De détruire les Baluba par la religion et par la culture. Comment? Donc, comme les ressources du Kasaï, avaient collaboré avec la colonisation, parce qu'il faut savoir que les premiers Congolais à être admis dans l'armée coloniale, ils venaient de région des Kasaï, qu'on se dise la vérité. Parce que à ce moment, notamment, ça a commencé dans la région de Kasaï. On a eu, par exemple, chez les Batété, voilà. Qu'on appelle le Tété, voilà. Le Tété qui a collaboré d'abord avec Tipo Tip, et puis après, voilà, qui a été intégré aussi dans la force publique. Oui. Ouais, c'est ça. Donc ces gens-là, alors qu'est-ce qu'ils font? Donc, quand les administrateurs coloniaux ont trouvé les gens au Kasaï, à Kabinda, nous sommes aussi, on appelle les gens là Baluba, donc ils ont popularisé ça en disant, en venant, lorsqu'ils viennent au Katanga, ils disent non, écoutez, vos frères Baluba qui sont ici, ils ont collaboré, vous devez déposer des armes. Donc c'était une stratégie oui, pour convaincre les Baluba. C'est-à-dire une stratégie qu'on appellerait aujourd'hui de soft power. Voilà. Après avoir raté le hard power, ils vont maintenant sur le soft power par la culture. Voilà, par la culture. C'est comme ça que c'est devenu populaire chez les sorciers du Kasaï. Mais jusqu'aujourd'hui, quand vous partez au Kasaï et que vous interviewez un ancien du Kasaï qui est né en 1830, plutôt en 1930, et si vous dites que vous l'appelez Moulou, il va vous frapper. Et comment il faut les appeler par comment? Ils vous disent qu'il s'appelle Bakwa Kalonji, sauf que c'est quand vous parlez au Moulouba, c'est-à-dire un sorcier du Kasaï qui a fréquenté l'école coloniale, c'est lui qui va vous dire nous sommes Baluba. C'est-à-dire surtout la génération qui est née en 1970 à ces jours. Oui. Donc ces gens qui ont grandi dans l'éducation congolaise, dans l'éducation coloniale, à qui on a appris qu'ils étaient des Baluba. Ces gens-là, on continue à les faire. Et malheureusement, jusqu'aujourd'hui, nous, les Baluba, nous-mêmes, n'avons pas vraiment eu la chance d'écrire ce qui nous sommes. Ou d'approfondir des recherches sur nous-mêmes. Poser des questions. Voilà. Ça se passe aussi chez plusieurs peuples. Hein. Oui. Les migrations,
on a pris souvent certaines dénominations ou certains noms, bon. Voilà. Et ça, parce que nous allons revenir. Attends, nous nous retrouvons ici à l'ULB. Nous étions encore en train de décortiquer d'abord, votre nom. Oui, donc, Oui. Kyenge, ça signifie la lumière du peuple. C'est celui qui élimine les peuples. C'est ça Et Kisoke? Et Kisoke, c'est un nom composé qui et Soke. Donc, qui aussi, ça vient de Kishila, c'est-à-dire que l'ancien. Et Soke, ça veut dire l'ancien qui ne meurt jamais. Maintenant, votre nom, Kabwende, Kyenge, Kisoke, veut dire quoi? Donc, ça veut dire c'est la personne qui tient la pierre sacrée pour la paix de sa nation, tout en éliminant la patrie, c'est-à-dire en donnant la lumière, en traçant les chemins, pour qu'à jamais les anciens ne puissent pas disparaître de la conscience collective. Ok. Donc, vous êtes Moulouba, ok? Mais attendez, on va revenir sur votre livre. Oui. Nous nous retrouvons ici à l'ULB. Oui. Vous étudiez à l'ULB, vous faites des recherches. Qu'est-ce que vous faites à l'ULB? Oui, je suis ici, je suis en civilisation africaine. Je suis en train de faire une recherche, c'est-à-dire un master spécialisé. Avant de faire, c'était un master prédoctoral. Parce que vu que les thèmes que je vais aborder dans ma thèse, c'est un peu nouveau. C'est-à-dire ce n'est pas encore approfondi, développé par d'autres, abordé par d'autres chercheurs. Voilà, donc il fallait d'abord recommencer avec un autre master, parce que je viens de l'Espagne, dans un système hispanique, c'est-à-dire qui n'est pas vraiment en contact avec l'histoire de l'Afrique noire, parce que l'Espagne a surtout colonisé l'Amérique latine, ce qui fait en sorte que beaucoup de données... Vous devez réactualiser. Voilà. Maintenant, revenons sur vos livres. Ouais. Combien de livres vous avez déjà publiés? Pour l'instant, à mon actif, j'en ai 5. Oui, vous pouvez les citer? Donc, j'ai le premier que j'avais publié au Maroc, qui s'appelait Les messages pour mon peuple, qui est une collection de poèmes. Ok. Le second? Le second, qui a aussi publié toujours au Maroc, c'était sur les Boulouba, ma patrie. Les Boulouba? Oui. Donc, attendez, le Boulouba, c'est quoi? C'est l'empire des Balouba, c'est la chefferie des Balouba, c'est le royaume, c'est quoi le Boulouba? Le Boulouba, c'est les pays où habitent les Balouba. Ce pays-là s'appelle le Boulouba. C'est un empire ou c'était un royaume? Il faut faire la distinction entre l'empire, le royaume et Boulouba. Boulouba existe avant l'empire. Ok. C'est comme nous sommes au Congo. Je suis congolais, ça c'est mon pays, ça s'appelle Congo. Mais je suis d'abord ressortissant du Boulouba. Du Boulouba. Avant de, bon, maintenant pour le Boulouba, donc c'est un peu antérieur à l'empire Louba. Voilà, c'est-à-dire c'est la terre où habitent les Balouba avant, ce sont les Balouba qui ont fondé l'empire. Ok. Parce que l'empire c'était d'abord, je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. L'empire c'était une fédération des royaumes qui existait. Ou une fédération des royaumes ou des chefferies, je ne sais pas, royaumes ou... Non, des royaumes. Des royaumes. Oui, je vais faire, je vais extrapoler, je fais des recherches sur le Bassakata du Maïndombe. Vous savez qu'il n'y a pas un seul chef de Bassakata. Parce que le Bassakata, c'est une fédération des royaumes. On a le royaume de Mabi, le royaume de Mbamoche, le royaume de Mbantin, le royaume de Batere, le royaume de Babaye, le royaume de Badi. Et tous ces chefs-là, ce sont des rois autonomes. Et tous forment donc les Bassakata. Donc, dans le Boulouba, c'est la même chose aussi. Non, l'Empire Louba plutôt. C'est la même chose. L'Empire, c'était comment ça s'est formé. Parce qu'il a une incompréhension d'abord de l'histoire, surtout l'histoire telle qu'elle a été écrite par des Européens. Il y a beaucoup de quiproquos, beaucoup de oublis, beaucoup de racheries, de surestimations, ou surtout les négations. Alors, qu'est-ce que l'Empire? Premièrement, nous, on parle de Boulopoué, Boaboulouba. Boulopoué, Boaboulouba. C'est-à-dire, on ne parle pas de l'Empire. L'Empire, c'est une traduction française qui ne correspond pas occidentale, qui ne correspond pas à nos réalités politiques traditionnelles des Balouba. Donc, avant l'Empire, on a ce qu'on appelle les Salas. C'est-à-dire, ce sont les royaumes. C'est-à-dire, on avait à l'époque, on avait eu 10 royaumes. 10 royaumes. Les Balouba sont, comme une ethnie, ils sont tellement grands, c'est qu'à l'intérieur des Balouba, on trouve des tribus. Des tribus. Ils sont tous les Balouba. C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis Moulouba Moukalanga. Attendez, je vais un peu comprendre. Maintenant, la différence, dans ces tribus-là, il y a aussi des clans. Oui, il y a aussi des clans. Ok. C'est-à-dire, et vous êtes de quelle tribu? Donc, moi, je suis Moulouba Moukalanga. C'est ça qu'on appelle les Balouba Bakalanga.
c'est-à-dire c'est ça ma tribu. Mhm. Je suis du clan de Benilunga. Mhm. C'est-à-dire je suis du clan de Benilunga, Mhm. de la famille des Kabwende. Ok. Donc maintenant, nous avons le Baluba de Kalanga, Baluba Kunda, Mhm. qui est professeur Isidore Daoui nous a rendu un mauvais service, Mhm. parce qu'il déclare dans son livre que non, que les Kunda sont les peuples différents des Baluba. Mhm. Ce qui n'est pas vrai, ce qui veut dire qu'il n'a rien compris. Il n'a pas eu, bon, peut-être des informations qu'il avait à son Bien sûr, peut-être Mhm. les fonds qu'il avait à sa disposition, Mhm. il ne doit pas. Donc, les Kunda sont partie prenante Ce sont les- de Bena. Ce sont des Baluba. Baluba. Ok. Et d'ailleurs, les fondateurs, c'est-à-dire l'un des unificateurs Mhm. des Baluba, Mhm. c'était Kalala Ilunga, qui Kalala était Ilunga. Mukunda. Ok. Son père était Mbirikilu, qui était Mukunda, tout près des Moba. Donc, Kalala Ilunga, on peut dire que c'est lui le premier empereur de Baluba. Ou Non, c'était un long processus? c'est un long processus parce que si nous allons parler de premier, il est le second empereur. Mhm. Après Kongolo Mwamba, c'est lui. Ah, ok. Et qui est l'unificateur de l'Empire Luba? Voilà, donc l'unificateur, là où nous revenons, donc nous partons d'abord en avant, c'est qu'il y avait des royaumes différents. C'est-à-dire, nous les Bakalanga, on avait notre propre royaume qu'on appelle les royaumes Kalanga. Les Bakunda avaient leur propre royaume qu'on appelle Nyinkunda. Les Baluba Kilumba avaient les propres royaumes qu'on appelle les Milumbu. Donc, tous ces royaumes-là étaient, tous ce sont les Baluba. Oui. Nous venons d'un même ancêtre qu'on appelle Banza Mijibu, qui est Banza Mijibu premier, qui vivait, son village jusqu'aujourd'hui existe à Kachienkolu. C'est où? C'est à Kabongo. Dans le territoire de Kabongo. Ok. Donc, tous ce sont les enfants, mais quand ils sont devenus nombreux, chacun a créé son royaume. Maintenant, après, il y a ce qu'on appelle Kalang Masanza. Kalang Masanza, quand il est devenu le roi de Beni Kalanga, de Baluba Kalanga, il a commencé à voyager dans tous les secteurs, dans les royaumes. Il raconte des Bakunda et pas les Kiluba. Il dit non, nous sommes les descendants de Banzami Jibu. Il part chez Baka et Moukoulou. Il trouve la même histoire. Il dit attends, donc nous sommes les mêmes peuples, mais pourquoi chacun son quoi? Son petit royaume. Voilà, donc il a. Pourquoi pas on n'est pas unifié? Okay. Sauf que lui, il a commencé par les négociations. Certains ont accepté, certains ont refusé. Et là, quand lui, il est décédé, ça, nous sommes là, d'après les travaux du professeur Mulumbe, nous sommes là vers le 7e siècle et 8e siècle. Quand lui, il est décédé, on a eu Kongolo Mwamba, qui est le plus connu. Son vrai nom, c'est Nkumwimba, Kongolo Mwamba. Quand lui est venu au pouvoir, il a abandonné la voie des négociations. Vous allez, comme tous les empires, par la force. Voilà. Donc, c'est lui, en fait, l'unificateur de. C'est lui qui a déclenché les processus de l'unification. Et c'est lui qui a parachevé, c'est Kalala Ilunga. Maintenant, parce qu'il y a tout le débat lorsqu'on tombe sur, entre guillemets, le Baluba du Kasaï. Oui. J'écris dans mon livre sur Lumumba que les Baluba du Kasaï, le seul Moulupoué qu'ils ont eu, c'est Albert Kalonji Tunga, qui était un Moulopoué sans succession, et puis ça s'est arrêté avec lui. En fait, c'était une usurpation, si vous pouvez me permettre l'expression. Vous êtes chercheur, donc je me permets de dire les choses que vous allez vérifier. Okay? Dans l'histoire du Kasaï, on n'a jamais eu une organisation politique qui est connue. En tout cas, dans les traditions jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu un royaume, à part les royaumes de Cuba. Mais Ben Kalonji n'ont jamais eu aucun royaume. Ils n'ont jamais fait partie d'aucun royaume organisé. Ce n'est pas pour les discriminer, mais c'est un fait historique. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais été dans un royaume organisé. Donc, ces gens-là, alors pourquoi Kalonji s'est proclamé Moulopoué? Tout a commencé en 1959. En 1959, quelque chose s'est passé chez les Baluba, dans les royaumes de Kasongwaniam, à Kami. Le chef Kasongwaniam était décédé. Ok? En décédant, il fallait lui remplacer. C'était à Kinkonki. À ce moment-là, il y avait des ressortissants du Kasaï qui vivaient dans la région, qui étaient aussi l'ami plus proche de Kalonji et des autres. Oui. Donc, du coup, cet ami-là, il a été associé au palais royal de Kassongo. Le chef qui est mort, oui. Il va chercher à usurper le pouvoir.
C'est proclamé. C'est dit non, il est de la famille royale de Kassongo Ier qui était décédé en 1931. Heureusement, les commissaires belges à l'époque, n'étant pas convaincus de ces arguments, il va faire appel au roi Boniface Kaloa. Je pense que vous le connaissez un peu, Boniface. Il va venir dire non, non, ce monsieur, ce n'est pas un Moulouba, non, ce n'est pas Moulouba, mais c'est aussi un du Kassai, il n'est pas de la famille royale. Donc, pour éviter ça, donc, les commissaires belges vont les décider de les expulser du Kamina pour les renvoyer chez eux au Kassai. Et quand il arrive au Kassai, c'est là qu'il va rencontrer Kalonji, il va lui raconter, écoute, nous devons avoir un royaume. Voici comment ça fonctionne chez les Balouba, il s'appelle à ce moment-là, Kalonji, il va faire un tour à Kamina, va se former, il va voir, c'est intéressant. Donc, aussi, à l'époque, c'était un intellectuel, il va aussi fréquenter Sendoué, il va fréquenter Mosi Tchombe, tout comme ça, il va se renseigner sur les chefferies. C'est comme ça, en 1961, il va s'autoproclamer Moulo, qui n'avait pas la légitimité, parce que chez nous, il n'a même pas respecté les us et coutumes. Parce que chez nous, pour être couronné roi, il faut avoir des chefs traditionnels, qu'on appelle chez nous les Banfou. Lui, il a organisé. Ok. Maintenant, revenons un peu sur vos recherches. Voilà. Hein. C'est intéressant. Je rappelle que nous sommes là chez vous, à l'Université libre de Bruxelles, où vous réalisez un master, vous terminez un master pour votre doctorat. Et maintenant, à part ce livre-là, quel est l'autre livre que vous avez publié après? Ok, donc après ça, j'ai publié un livre que j'ai intitulé Lo que la noche le libre al día, en espagnol. En espagnol, ça, c'est la traduction en français. C'est que la nuit doit au jour. C'est que la nuit doit au jour. Voilà. Ok, c'est quoi, un poème, c'est un Non, c'est une sorte d'autobiographie, parce que dans ma vie, j'ai un peu connu une vie difficile. Comme tous, on a connu par le débat, oui. Sauf qu'à des degrés différents. Ma mère est décédée à ma naissance, ce qui a fait sombrer mon père dans l'alcoolisme, parce que mon père n'a pas pu supporter ce choc-là. Ces chocs. Et comme étant un véritable Muntu, il m'a culpabilisé la mort de sa femme, disant que non, j'étais un enfant maléfique, maudit, parce que c'est à cause de moi que sa femme est décédée. Dès lors, mon père va m'amener la vie difficile, il ne va pas me scolariser. Donc, malheureusement, à l'époque aussi, mon grand frère, il est premier-né, parce que je suis le dernier, j'ai 4 grands frères et une sœur, je suis le dernier. Les grands frères vont aller être au service militaire de Kabila, parce qu'à l'époque, quand Kabila vient en ancêtre, mon grand frère va s'enrôler pour devenir, mes 3 grands frères, les cellules biologiques, mes 2 cousins, un qui était... Ils vont dans l'AFDEL. Kaneto, c'est-à-dire notre cousin Kaneto, qui vont être les plus proches de Kabila. Kabila père? Ouais, Kabila père. Et ils sont encore en vie jusqu'aujourd'hui? Kaneto, on ne sait pas là, il est déjà décédé. On sait qu'il était ma vie encore, mais tantôt il était à base de Kamina, après il a été envoyé à l'Est, à 2018. Donc c'est tous ces récits-là qui a fait que vous puissiez écrire votre récit autobiographique. Voilà, donc du coup, après ça, j'ai dû payer l'école primaire, je l'ai payé en volant les maniocs. D'abord, je demande pardon à tous ceux qui avaient volé les maniocs, parce que mon père n'avait pas l'argent pour m'envoyer à l'école. Donc, à l'époque, on payait des 100 francs congolais. Donc, je suis allé voir le directeur de l'école primaire, qui s'appelle Kabongo. Je vais négocier avec lui. Je dis, écoute, je n'ai pas l'argent, mais je peux vous donner les maniocs. Parce qu'à l'époque, 4 fils de maniocs, ça s'est payé à des 100 francs congolais. Donc, en discutant, il a accepté, mais on n'avait pas non plus les maniocs. Les maniocs, vous deviez... Donc, ma sœur et moi, on devait aller le voler chez les voisins. Pendant 6 ans, c'est comme ça que Vous avez terminé l'école primaire. Après, vous avez continué jusqu'à ce que vous êtes aujourd'hui à l'ULB. Oui, jusqu'à ce que après, j'ai abandonné les villages. Je suis allé à Lumbashi. Arrivé à Lumbashi, ça n'a pas à tenir. Je sors du pays, je pars en Afrique du Sud, Botswana. Je devais un peu commencer à faire du... So, do you speak English, I'm sure? I speak English, yeah. That's great. So, OK. Maintenant, on va prendre le dernier livre. Ma vision de l'Afrique subsaharienne, un nouveau regard sur l'unité continentale africaine, manifeste pour repenser le panafricanisme efficient. Vous êtes panafricaniste alors? Ouais, je suis panafricanisme convaincu, c'est tout des mouvements de Marcus Garvey.
Et Marcus Garvey, Yeah. c'est lui qui avait prôné... le nationalisme noir. Oui. Oui. Et puis, il y a aussi les dispositions des Kalala Umutunde Nusiri. C'est lui qui est décédé. Oui, c'est lui qui est décédé, Voilà. le Martiniquais, Ouais, de Guadeloupe. le Guadeloupéen. Voilà. Ouais. Donc, il m'a dispensé un cours sur l'histoire de l'Afrique. Il m'a formé, bien sûr, il m'a bien formé. C'est lui-même qui m'a vraiment initié. Mais pour écrire ce livre, c'est surtout c'est une recommandation qui a été faite chez Bakongo. En 2022, l'université de Barcelone, quand j'étais encore en Espagne, m'avait payé il avait financé une recherche pour aller au Congo RDC pour aller récolter les récits traditionnels chez les Bakongo qu'on devait publier. Donc j'arrive chez les Bakongo, je rencontre un ancien qui s'appelle Robert. Cet ancien Mukongo, à l'époque il avait à peu près 80 ans. Il m'a regardé, il m'a dit, petit, qu'est-ce que tu viens chercher ici, tu es encore enfant? J'ai dit, non, j'aime vraiment l'histoire. Il m'a dit, oui, tu aimes l'histoire, donc assis-toi là-bas, je vais te raconter l'histoire. C'est là qu'il m'a commencé à me raconter, et puis il m'a dit, écoute, malheureusement, on a cherché l'unité africaine, mais on a proposé une mauvaise formule de l'unité africaine. Et lui, il m'a dit que moi, je vais te donner ma formule de... Et quelle est sa formule? En quoi elle est différente avec celle qu'on a adoptée depuis 1963 avec la création de l'OUA? Ouais. En fait, la différence, c'est que celle qui a été proposée par exemple par les Kwame Nkrumah, c'est une unité panafricaine politiquement unifiée dans laquelle on va imposer un système juridique égal. Une seule monnaie, des affaires étrangères, une seule armée. Voilà. Donc, c'est surtout une mauvaise unité lorsqu'on vient aux mères coutumes des peuples bantous. Certes, nous sommes tous bantous, mais avec le temps, nous avons développé chaque peuple ses propres traditions, particularités. Donc, nous ne pouvons pas venir raser, faire des tables rases. Et puis mettre tout le monde dans un même sac. Dans les mêmes sacs, ça n'a pas marché. Et ça, c'est aussi valider les discours coloniaux auxquels on nous disait que non, en Afrique, il n'y a pas de peuple, il y a des tribus. Donc, si vous mettez tous dans la même panier, qu'il n'y a plus de différences, et ça va tuer nos langues traditionnelles. Or, en tuant nos langues, parce que quand vous cherchez l'unité panafricaine, comme il nous a été proposé par Kwame d'abord, que je respecte, que je suis, c'est mon inspirateur, mais je suis obligé de, après réflexion, de remettre en cause certaines... Maintenant, lui, qu'est-ce que lui propose à la place? Ce qu'on propose, c'est des États provinciaux. C'est-à-dire, les États provinciaux, ça veut dire que on ne va pas refaire l'Afrique ancestrale, mais on peut essayer de faire sa photocopie en parlant des réalités modernes. Ça veut dire que, on prend un exemple de la RDC chez nous. Voilà, concrètement, la RDC, chez nous. Dans votre théorie, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Au Congo, c'est-à-dire, supposons que le Congo, c'est l'Afrique, ok? Nous savons qu'au Congo, nous avons les Baluba, les Bakongo, les Mongo, les non, n'est-ce pas? Bon, non. Ça n'existe plus. Vous avez tout fait, oui. Voilà, donc, les Bayaka, les autres. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous faisons une étude sociologique. Nous sachons où habitent les Baluba, où habitent les Bakongo, où habitent les Bayaka, où habitent les Bandombe. Maintenant, lorsqu'on dit que les Baluba vivent de l'Est à l'Ouest, c'est ici, ce territoire, en fait, on cartographie, on délimite ce territoire-là. En l'ère géoculturelle et linguistique. Ici, les populations vont avoir les compétences sociologiques, c'est-à-dire linguistiques, culturelles. Le maire, ils vont se diriger selon leurs formules et selon leurs coutumes. Donc, concrètement. Concrètement, ça veut dire concrètement. Donc, une fois que vous avez donné ces compétences-là, à la tête de ces petits États provinciaux, on y met une fédération, un État fédéral, qui aura les compétences scientifiques, militaires, économiques. C'est-à-dire qu'on aura une monnaie commune, mais attendez, une armée commune. Mais là, nous risquons de retomber un peu dans la formule de Moïse Tshombe et le Konakat qui proposait la confédération. En fait, et je crois aussi la Bako à un certain moment prônait aussi. En fait, Abako, c'est pourquoi d'abord il faut d'abord revenir. Donc, je vais revenir sur l'action de Abako et de Konakat si on aura l'occasion.
d'abord, c'est surtout d'abord la forme de l'unité dont nous prenons, c'est que nous mettons en place une fédération économique. Ça veut dire que nous aurons un marché commun, une monnaie commune, un passeport commun. Pourquoi? Ce n'est pas un modèle parce que ce n'est pas inspiré par l'Occident, non. Avant les Belges, avant les Occidentaux, les Africains marchaient partout dans toute l'Afrique. Oui, il s'échangeait, il avait un échange. Mais chacun... C'est comme ça que quand Stanley arrive à Boyoma, il pose la question, on lui dit non, c'est le fleuve Congo qui va jusqu'à l'océan. Voilà. Donc, sauf que chacun connaissait la limite de son territoire. Oui. Mais c'est actuellement, dans tous les clans connaissent les limites de leur terre. Oui. Donc, lorsqu'un Moukongo arrivait chez les Bayaka, il savait qu'il est chez les Bayaka, donc il y avait des choses qu'il ne pouvait pas commettre chez les Bayaka. Mais on l'accueille parce que tous les Bantou acceptent tous les étrangers. Voilà. Vous pouvez cultiver la terre, mais elle ne vous appartient pas. Ça vous appartient. Voilà. Donc, vous pouvez vivre tranquillement. Vous ne troublez pas la paix. Donc, ça veut dire que les vivre ensemble, ce n'est pas les époques qui nous ont appris ça. Ça existait déjà chez nous. Mais vous ne pensez pas que, en fait, je ne vais pas dire qu'on va faire un remue-ménage de là où on est déjà arrivé aujourd'hui avec ces États issus de Berlin, même si on sait que ces États-là posent effectivement des problèmes très sérieux, ça il faut le dire. Hein. En quoi vous pensez que cette formule-là serait saluée? C'est ça l'objet de ces livres que j'ai écrits. Donc, pour répondre rapidement à votre question de ces États, savez-vous que nos États unitaires, tels qu'ils ont été formés par l'Occident, sont à la base des discriminations et des conflits chez nous en Afrique? Je vous donne un exemple chez nous. La famille unitaire, c'est la famille unitaire telle qu'elle est conçue, elle est exigée pour semer des cacophonies au sein de la population. Comment, papa? Supposons que, vous savez, chez nous, on est des peuples bantous. Moi, je suis traditionnaliste. On est des bantous, donc on tient beaucoup à nos racines. Ces régimes étatiques génèrent ce que j'appelle la discrimination verticale. C'est-à-dire, nous avons la discrimination ou la haine horizontale et la haine verticale. La haine horizontale, c'est une haine, je vous dirais, parce que tu n'es pas de mon ethnie. Parce que cette haine-là au Congo n'existe pas. En tout cas, n'existe pas en grand. Pourquoi? Parce que quand vous partez à Kinshasa, vous allez trouver les populations mélangées. Maintenant, donc, et la verticale? La haine verticale, c'est la haine politique. Ça veut dire que lorsqu'il arrive au sommet de l'État, je m'entoure que les jeunes de ma région. Et je brime tous les autres. Je brime tous les autres. Et ça, c'est dangereux. Et ça, c'est dangereux. Et ça prouve ce qu'on appelle les compétitions ministérielles. C'est-à-dire que chaque ethnie regarde quel poste on doit donner. Et ça, c'est... Ça devient une compétition. C'est-à-dire que chaque ethnie qui arrive au pouvoir, il a la tendance de tout dominer. Ou de tout, parce que par exemple, cette ethnie, ce sont d'où viennent les opposants. C'est comme Mobutu l'avait fait parce que tu sais qu'il était opposant. Qu'est-ce qu'on a fait avec les gens du Kassai? On a commencé à les brimer. Donc, pour revenir, donc ceci expliquerait cela parce qu'on a vu que avec le premier mandat du président Félix-Antoine Tshisekedi, tout le monde a dit que le tribalisme était revenu, qu'il gérait pratiquement avec tous les postes. En fait, les gens ne connaissent pas l'histoire. Ça dit Félix n'est pas le premier à faire ça. Tous les présidents du Congo ont fait ça. En commençant par Kassavou. Par Kassavou, même par les Belges, même. Tu sais qu'en Belgique, vous avez des peuples. Oui. Vous avez les Wallons et les Flamands. Oui. Et quand les Belges ont colonisé le Congo, c'est toujours les Wallons qui étaient dans l'administration. Les Flamands, c'était les Mindelembo. Voilà. Donc, Kassavou est devenu président. Autour de lui, il se fait entourer. Les gens Mobutu des Bangala. Même si à un certain moment, il a mélangé, mais il a discriminé tous les Balouba. Les autres. Pratiquement. Et puis, Musée Laurent Désiré Kabila arrive. Avec même les Baswahili, c'est-à-dire les gens de l'Est, les gens du Katanga. C'est le temps de Minasema. Voilà. Avec comme devise Nitouye, tout ça. C'est ce qu'on appelle la katanganisation des richesses du Congo.
ou même du Congo. C'est-à-dire, quand tu arrives dans un bureau, on ne parle Swahili. Swahili. Avec Joseph Kabila, il vient, il continue. Surtout, il prend. Non, Kabila, le fils, lui, il a un peu essayé d'un peu de changer la donne, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Quand il a fait la formule qu'on appelle les 1+4. 4, ouais. Là, on avait un peu mélangé les. Ok, il avait la géopolitique. La géopolitique un peu. Mais quand il vient avec le premier ministre Gizenga, lui, il tombe sur le Yandivé. Autour de lui, il n'y avait que les gens de sa région. Donc, ce que Tshisekedi fait aujourd'hui, il n'est que sur cette ligne. Voilà. Donc, en fait, ce n'est pas la faute ni des anciens, c'est la structure du Congo. Et ne nous permet pas de fédérer tous. En fait, nous sommes bantous. Les systèmes politiques qui nous a été imposés. D'abord, papa, vous êtes historien, vous avez écrit un bon livre, et c'est vous savez, quand on arrive à la table ronde, on avait à peu près 80 délégués. Combien de fédéralistes étaient dans la conférence? La majorité étaient des fédéralistes. La majorité étaient des fédéralistes. C'est Lumumba et Sendoué et quelques-uns qui étaient pour l'unité du Congo. Avec l'impolo, donc les gens qui étaient de l'obédience MLC Lumumba. Mais quand vous regardez, MLC Lumumba était minoritaire à la table ronde. Oui. La majorité. Alors, comment vous pouvez expliquer que... Même le PNP, le Parti des Nègres pays, avait 11 membres. Voilà. Oui. Donc, comment pouvez-vous m'expliquer que la minorité peut s'imposer sa volonté à la majorité? Non. En fait, ce n'était pas ni Lumumba ni les deux qui ont décidé. C'est les Belges qui... En fait, c'était ce sont les impérialistes soviétiques, américains et belges qui ont imposé l'unité. Pourquoi? Je vais vous donner ça en quelques formules. Oui. À l'époque, nous sommes à la guerre froide. Pour le côté des opposants. D'ailleurs, mon livre a comme sous-titre, donc l'autre Lumumba, peuple du Congo, histoire, résistance, assassinat et victoire sur le front de la guerre froide. Voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les soviétiques avaient peur que si on fait la fédération du Congo, certains États tomberaient dans les cas des capitalistes. Donc, ils ne pouvaient pas soutenir la fédération. Les États-Unis avaient peur que si on a fait la fédération, certains pays pouvaient tomber dans les cas de socialistes, communistes. D'abord, on avait accusé forcément Lumumba qui était communiste. Alors, ce qui n'était pas. Voilà. Et donc, les Belges avaient aussi disaient que non, ils ne pensaient pas qu'ils étaient assez capables de tout dominer si on faisait la fédération. Donc, la seule chose qui fédérait toutes ces grandes puissances, c'était l'unité du Congo. Donc, comme ça, pour leur intérêt, non pas pour l'intérêt du Congo. Non pas pour les intérêts des peuples. Okay. Pour leurs intérêts, pour les exploiter. Et c'est si vous allez même, disons, la loi fondamentale belge qu'on nous a imposée. On ne nous a pas demandé ça. Non. Nos délégués qui étaient partis là-bas n'ont pas donné un mois de... Regardez, je ne sais pas si vous avez mis vos photos ici. Quand vous regardez la table ici, nos délégués n'avaient aucun papier avec eux. Non, la table était carrée d'ailleurs. La table était carrée. Voilà. Et puis ils avaient chaque fois beaucoup de conseillers belges qui faisaient tout le travail. Une autre donnée. Je crois qu'il n'est que les MLC, Lumumba qui n'avait qu'un conseiller. Lui aussi, il avait aussi les blancs. Oui, il avait, son ami Valérie Den. Voilà, c'est l'ami qui parfois, c'est celui qui a écrit son discours. Oui, il a sûrement contribué. Oui, voilà. Bon. Donc, ça veut dire que... en fait, aujourd'hui, si je dois prendre un mot qu'on trouve souvent dans la Bible, pour que le Congo s'en sorte, il faut revenir un peu à l'origine. En fait, il faut savoir que je vais illustrer le Congo comme étant nous sommes dans une maison, papa. Ok? Vous êtes notre père. Et j'ai 4 grands frères. Chaque grand frère a sa maison et a sa chambre. Ok? Et nous avons ça, c'est les salons. Ça, c'est les salons. Et si chaque fois j'entre dans la maison de mon grand frère et que mon grand frère refuse, non, écoute, ok, tu entres, mais ne font pas ça. Mais quand moi j'entre dans sa chambre, je casse tout. Et quand il me frappe, vous venez me défendre. Comment va réagir mon grand frère? Lorsqu'il en aura marre, il va quitter la maison familiale. Pourquoi? Parce que vous avez privé sa vie privée. Donc, dans sa idéologie, pour garder sa vie privée, il doit quitter la maison familiale. Donc, c'est la situation que nous avons aujourd'hui. Donc, c'est comme ceci chez nous. Nous avons au Congo, qu'on le veuille ou pas, c'était un amalgame des peuples différents qui ont été mis ensemble pour créer le Congo. Ces peuples ont des coutumes et des traditions différentes. Lorsque un ressortissant, Moulou, par exemple, de Katanga, c'est-à-dire chez nous, va chez les Bakongo et commence à mettre à poser des actes.
ces mères et coutumes qui, chez les Bakong, ces mères et coutumes sont interdites. Ça va faire en sorte que les Bakong vont être ils vont chasser. Et quand on cherche à me chasser, je dis non, je suis congolais, la constitution congolaise me permet de faire ce que je veux. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ah, donc, comme c'est le Congo qui vous permet, donc nous, on va se retirer du Congo. Donc, la balkanisation. Devant nos portes. Voilà. Ça veut dire que, ça veut dire que nous devons non pas revenir à l'ancien monde, mais nous devons prendre ça comme base, réorganiser à l'intérieur. Moi, je suis prêt à mourir pour toute personne qui voudra balkaniser le Congo. Je prendrai mon âme et j'irai. Mais je suis pour la réorganisation à l'intérieur. Et chacun respecte les traditions de chacun, comme nous le vivions avant. Il y a un rapport britannique sur le Congo qui dit toujours du Congo, c'est unfinished business. C'est un travail inachevé dans le management, dans le don. Voilà, là, on se retrouve ici à l'ULB. C'est intéressant, mais les minutes sont ce qu'elles sont. Nous allons mettre fin à cette antenne. Comme je vous dis, nous le faisons à l'ULB, à l'Université libre de Bruxelles, où nous avons rencontré notre compatriote Kabouinde King Kisoke. Vous n'avez pas de nom chrétien, comme moi je suis Norbert, il y a des polyandrés. Vous n'êtes ni polyandré, ni Pierre. Vous l'avez jeté dans la poubelle. Ouais, disons comme ça, je l'avais jeté à la poubelle parce que mon père m'avait appelé Wilkin, qui signifie, Wilkin, ça signifie la volonté de vaincre le mal. C'était un nom à la fois germanique et anglo-saxon. C'est-à-dire welcome. C'est-à-dire la volonté de vaincre le mal. Mais vu que je ne suis pas ni blanc, et je ne le serai jamais, je ne vois pas la nécessité pour moi de garder ce nom-là. Ce nom qui m'a été imposé. Donc, pour terminer, vous avez dit qu'on est déjà à la fin. Tout ce que je veux dire, c'est que nous tous, en tant que Congolais, nous devons aimer notre pays. Nous devons la défendre jusqu'à la mort. Nous devons la maintenir telle qu'elle est, parce que c'est un cadeau que Dieu nous a donné. Et c'est ça même logique que j'ai écrit mon deuxième livre. Donc, mais par contre, il a la nécessité de réorganiser. 64 ans après, ça suffit. Ça suffit. Et surtout qu'on a aujourd'hui des hommes intelligents, voilà, donc, des chercheurs comme vous-même. Nous devons faire un examen de conscience. D'où nous venons, où en sommes-nous et où est-ce que nous partons. Et dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que nous... Parce que papa, pour terminer, et si vous me faites les mots des derniers mots, là où nous partons, si on ne fait pas attention, le Congo sera balkanisé, non pas au profit des peuples du Congo, mais au profit des capitalistes. Pourquoi? Je vais uniquement terminer. C'est très important de les souligner avec vous. C'est qu'aujourd'hui, nous avons des menaces qui nous menacent. Des menaces très sérieuses. Et je pense que beaucoup ne prennent pas en considération, papa. Nous sommes à ce qu'on appelle la transition énergétique et la révolution numérique. La transition numérique et la révolution nécessitent les matières premières. Et toutes ces matières premières, c'est nous qui sommes pratiquement le carrefour de ces voilà. Donc nous sommes pratiquement menacés si nous ne faisons pas attention. Alors, qu'est-ce que nous devons faire pour bloquer ça? Nous devons briser l'élan qui donne la Libye à ces exemples d'entrer chez nous. Et c'est d'abord l'État unitaire formulé par les Belges. Nous devons définir nous-mêmes notre système de gouvernance. En fait, nous revenons à la conférence nationale, on avait décidé qu'on puisse avoir un État fédéral. Je vous rappelle, en 1959, on appelle les congrès de Kisatu. On en avait convenu qu'à l'indépendance, on aura ce qu'on appelle l'Union des républiques d'Afrique centrale, qui serait même, c'est ça même la base de mon livre, c'est-à-dire le Congo peut être la base, peut être là on peut impulser l'Union africaine. C'est-à-dire si on fait une confédération de peuples, on va intégrer tous. Moi, je suis désolé, moi je suis quelqu'un qui croit que nous, les peuples du Congo, nous sommes les premiers à vanter la situation en Afrique centrale. Donc nous devons être à la tête du Congo et de l'Afrique. Mais bon, ce sont des thèses, ce sont des débats. Il y a un grand érudit africain qui se pose un problème très sérieux. La Somalie, c'est un seul peuple, une seule tribu, une seule religion. Depuis 90, ce pays-là n'arrive pas à se mettre ensemble. Le Soudan du Sud s'est séparé du Soudan du Soudan. Et le Soudan du Sud, c'est 2 peuples. Ils se battent, on ne sait même plus pourquoi ils se battent.
Donc, vous voyez que... En fait, papa, vous savez, ces camps du Soudan, de la oui, Somalie, cette caricature-là. ça m'a toujours été lancé au front. Les gens prennent non, c'est du tout. Les gens ne comprennent pas la géopolitique. Mais les gens, vous parlez de la Somalie, mais vous oubliez la Somaliland. Oui. La Somaliland, c'est le pays où règne la paix, la démocratie. C'est un seul peuple, une seule monnaie. C'est une seule région. Pourquoi à Somaliland, on n'a pas la guerre, mais on a dans la Somalie la grande? C'est parce que les conflits au Somalie, ce n'est pas un conflit interethnique. Ah, comme aussi au Soudan du Sud, c'est pas... Ce sont des conflits politiques qui ont été tribalisés. Un peu des proxys conflits. Voilà. Par procuration. Ce sont les gens qu'on avait envoyé des proche-Orient pour venir recruter les gens dans la Somalie pour semer du chaos. C'est pour terminer, c'est comme au Rwanda. Au départ, ce qu'on appelle les génocides, d'abord, au départ, ce n'était pas un conflit interethnique, c'était un conflit politique. Mais qu'on a tribalisé. C'est ça même ma peur. C'est que si on ne fait pas attention au Congo, on va nous monter les uns contre les autres et on va nous dire voici les génocides et au finish, on va nous dire, comme l'avait dit Sarkozy en 2009 quand il était à Goma, qu'il répond du Congo parce que le Congo est plus grand, il faut la diviser. Il avait dit ça de sa bouche en 2009. Je ne sais pas combien de Congolais savent cette histoire-là. L'Angola, jusqu'aujourd'hui, vous savez que l'Angola occupe un peu 1000 hectares de notre terre. Jusqu'aujourd'hui où je vous parle, l'Angola occupe des territoires congolais chez les Bas-Congo. Les militaires angolais sont sur nos terres. Donc on est menacé dans notre existence. Partout. Nous devons prendre conscience de ça. Et un appel est lancé aux chercheurs, aux érudits, pour essayer d'appliquer la règle d'or britannique des anglo-saxons qui dit « Prevention is better than cure ». Mieux vaut prévenir que guérir. Donc, cher ami Kabouende Kenge Kisoke, grand merci de m'avoir reçu ici chez vous, dans votre chambre d'étudiant à l'ULB. C'est moi qui vous remercie, bien sûr. Prochainement, on va avoir encore d'autres émissions avec vous. Grand merci. Merci. En tout cas, je remercie d'abord tous vos abonnés qui vous suivent. Et je pense que si vous êtes Congolais, la seule chose qu'on peut faire, c'est de vous lire d'abord, lire vos écrits, surtout... En tout cas, moi, je vais acheter les miens, je pense, ce soir. Je vais acheter les miens. C'est très intéressant pour les enfants du Congo de connaître qui était Lumumba, l'histoire de notre pays. C'est la chose qui va nous sauver. En tout cas, merci beaucoup aussi pour les travaux que vous faites pour nous, parce qu'il y a des nouveaux Lumumba qui naissent chaque jour. Grand merci. Bye bye. Molala dansima wala nguza mala ambuza lema kumashina mabomu itoto buna aukala mungandu wewe ya mukela mawesa tala mungandu anyoki buna tala mungandu anyoki buna nani mwimbwe kamanda mwimbwe nani mwimbu ma